L'incroyable Hulk naît en 1962 sous la plume de Stan Lee et Jack Kirby, scénaristes et dessinateurs de la maison d'édition Marvel Comics. Le contexte de la guerre froide, avec ses espions et sa peur des communistes, domine la bande dessinée. Alors qu'il teste une bombe à rayons gamma, le physicien et docteur Robert Bruce Banner reçoit par accident une dose massive de rayons gamma. Quand il s'énerve ou subit un choc émotionnel, Banner se transforme en géant vert surnommé Hulk, qui casse tout sur son passage. Quand Stan Lee crée Hulk, il va puiser son inspiration dans deux classiques de la littérature, Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson et Frankenstein de Mary Shelley, campé ensuite par Boris Karloff dans les films Universal des années 30. On entend tout le temps le mot Hulk, mais personne n'explique jamais sa signification. En anglais, Hulk signifie colosse, mastodonte ou brute. Le nom évoque à la fois quelque chose de très puissant et inquiétant. Dans ses premières aventures, sa peau est de couleur grise, un choix voulu par Stan Lee pour éviter de cibler un groupe ethnique particulier. Mais les problèmes de rendu à l'impression donnent un gris chaque fois différent. Stan Lee décide de le rendre vert et cette couleur va le faire entrer dans la légende. À ses débuts, le personnage ne connaît pas un grand succès et il faut attendre ses combats épiques avec Ben Grimm, alias la chose des 4 Fantastiques, pour qu'il commence à devenir populaire. Peu après, Hulk rejoint les Avengers et gagne définitivement les faveurs du public. Le personnage continuera sa vie sous la plume d'autres dessinateurs, traversant les époques et des adaptations en dessin animé, au cinéma et en séries télévisées. Véritable phénomène de la pop culture, Hulk se porte comme un charme et reste très apprécié de millions de fans dans le monde entier. Au milieu des années 70, le studio Universal gagne beaucoup d'argent grâce au succès des 2 séries Bionic, L'homme qui valait 3 milliards, et son spin-off Super Jamie. À la même époque, les super-héros costumés ont aussi la cote avec Shazam et Wonder Woman, tous deux diffusés sur la chaîne CBS. Il y a donc un filon exploité et Universal achète les droits de 5 super-héros Marvel. Pour le grand patron d'Universal, Frank Price, il faut créer une série de super-héros à succès. Il ne va pas chercher bien loin puisqu'il a l'homme providentiel à demeure avec Kenneth Johnson, jeune scénariste et réalisateur sous contrat avec Universal. En 1977, Johnson a le vent en poupe car il a sauvé l'homme qui valait 3 milliards de l'annulation en lui créant un double féminin, Super Jamie, qui réalise des cartons d'audience. Mais quand Price le contacte et lui propose de choisir un super-héros Marvel à adapter, Johnson est assez embêté et lui répond And I said, gee, none of them, Frank. I just don't connect to people in spandex and primary colors. And my wife, Susie, had given me a book, and this is Victor Hugo's Les Miserables. And I realized that there was a way to take a little bit of Victor Hugo, a little bit of Robert Louis Stevenson, and this ludicrous thing called The Incredible Hulk, and turn it into a serious psychological adult drama. Plus intéressant encore, Johnson remonte aux sources de la colère. Within each of us oft times dwells a mighty and raging fury. I think that that's something that everyone has felt at one time or another. That sense of just wanting to explode. There's a visceral connection that people have to that feeling of anger. Hulk emprunte donc à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, comme aux Misérables, avec la traque d'un homme par un autre, obsédé par sa capture. On pense encore au Fugitif, la série mythique des années 60, mais Johnson ne veut pas refaire le Fugitif et change la donne en remplaçant le flic par un journaliste nommé Jack McGee. Un opportuniste qui peut se voir aussi comme une variante du général Ross, le militaire qui poursuit Hulk dans la BD. Désireux de s'éloigner au maximum du côté assez caricatural de la BD, Johnson privilégie l'aspect réaliste en explorant les tréfonds de l'âme humaine au travers d'un drame psychologique bien construit, avec un sous-texte intéressant puisque les problèmes de David Banner révélaient la nature des autres personnages qu'il croisait sur sa route. The underlying theme was really self-control, was really how to control the raging beast that dwelled within him. In Dr. Banner, his demon within was anger. But with other people, it could be alcohol, or it could be drugs, or it could be obsession, or it could be greed. Toujours par souci de réalisme, Johnson rend le Hulk de la série plus vulnérable que celui de la BD. Dans la série, Hulk n'est pas résistant aux balles et il est aussi moins fort. Ensuite, Hulk ne frappe personne, il fallait limiter la violence pour les enfants. Au lieu de frapper, le Hulk de la série soulève, renverse, pousse et lance toutes sortes d'objets et de personnes. Johnson voulait aussi que Hulk soit rouge, une couleur humaine, contrairement au vert, mais Stan Lee s'y opposa car c'était le vert qui avait rendu le personnage populaire. Et pourtant, Johnson avait raison, puisque 30 ans plus tard naîtra un Hulk rouge en BD et au cinéma en 2025 dans le médiocre Captain America Brave New World. Pour incarner le Dr. Banner, Kenneth Johnson n'a qu'un seul choix en tête, Bill Bixby. De plus, c'était un comédien très apprécié du public pour ses rôles à la fois comiques et émouvants dans la sitcom Mon Martien favori et la série d'enquête Le Magicien. Quand Bixby reçoit le script, il s'exclame « Je ne jouerai jamais dans une série qui s'intitule L'incroyable Hulk ».
Mais son agent lui conseille de lire le scénario et Bixby change d'avis, séduit par le côté réaliste et profondément humain de l'histoire. À la différence de la BD où il est uniquement physicien, le Dr Banner de la série est également un docteur en sciences. Il se prénomme David au lieu de Bruce car la chaîne CBS qui allait diffuser la série ne voulait pas du prénom Bruce pour une raison plutôt étonnante. When the Hulk series began, CBS changed the name from Bruce to David because they said Bruce sounded gay. Allez dire ça à Bruce Willis et à Bruce Lee. Finalement, Johnson arrive à un compromis et Bruce sera conservé comme deuxième prénom. On peut le voir sur la pierre tombale à la fin du pilote et de chaque générique de début. Dans la série, David Banner perd sa femme lors d'un tragique accident de voiture. Hanté par cette perte, il effectue des recherches sur plusieurs personnes ayant réussi à sauver leurs proches en développant une force surhumaine. Il découvre que ceux-ci étaient en contact avec des rayons gamma émis par le soleil. Banner décide de reproduire l'influence des rayons gamma en laboratoire, mais il ignore que la machine a été recalibrée. Sans le savoir, il reçoit une dose beaucoup trop forte. Depuis, dès qu'il subit un choc émotionnel ou un niveau de douleur trop fort, il se transforme en géant vert assoiffé de rage qui détruit tout sur son passage. Plus embêtant, quand Banner retrouve sa forme humaine, il n'a aucun souvenir de ce que Hulk a fait. A-t-il blessé ou tué des gens? Il redoute que le monstre en lui soit très dangereux pour la société. Écoutons la vision qu'en a son interprète. And the Hulk is not evil. He is rage manifested in a physical form, only focused on what made him angry to begin with. But once he has solved that problem, he's a fish out of water. He is lost, helpless as a child, wandering around trying to find out. He has no idea how he got here or why he is here. Pour tenter de contrôler ces transformations, Banner demande l'aide de sa compagne de recherche, le docteur Helena Marks, jouée par la très attachante Susan Sullivan. Malheureusement, les choses vont très mal tourner. Considéré comme mort dans un accident, Banner fuit sur les routes afin d'essayer de trouver un moyen d'empêcher Hulk de réapparaître. Mais il sera poursuivi sans relâche par le journaliste Jack McGee, obsédé par Hulk qui sera le scoop de sa carrière. Quand Kenneth Johnson décide d'adapter Hulk en chair et en os, il se heurte à un obstacle de taille, les effets spéciaux très limités pour l'époque. Pour compenser, il prend un acteur à la fois massif et capable de jouer la comédie. Son choix se porte sur Richard Kiel, qui mesure 2,18 m et sera ensuite le méchant requin dans les James Bond avec Roger Moore. Le tournage commence, mais au bout d'une semaine, quelque chose ne fonctionne pas. Venu sur le tournage, un des fils des producteurs s'exclame « Mais il ne ressemble pas à Hulk, il n'est pas assez musclé ». Kiel est remercié, à son grand soulagement car il ne supportait pas les longues séances de maquillage. Toutefois, un plan de lui a été conservé au montage dans le pilote. Quand Hulk déracine un arbre, on voit un plan filmé de haut et c'est bien Richard Kiel déguisé en Hulk. Comme il faut un acteur très musclé, Johnson auditionne des culturistes. Arnold Schwarzenegger a auditionné mais n'a pas été retenu car jugé trop petit avec son 1,88 m. Finalement, Johnson engage Lou Ferrigno, champion de bodybuilding. Avec ses 1,94 m et ses 145 kg, le culturiste a 26 ans et est au sommet de sa forme, mais il faut composer avec deux inconvénients. Ferrigno n'a aucune expérience en tant qu'acteur et il est sourd à 80%, ce qui entraînera quelques problèmes de sécurité durant le tournage. Au départ, et on le voit dans le pilote, Hulk avait un crâne plus proéminent pour souligner son aspect sauvage et brutal, mais ensuite, ses traits seront affinés si on ose dire. Par contre, il aura toujours des problèmes de perruque dont la couleur changera sans cesse. À la différence de la bande dessinée, Johnson ne veut pas que Hulk parle malgré l'insistance de Lou Ferrigno. Johnson en parle à Stan Lee qui se souvient. When we started the television show, Ken said to me, "You know, Stan, I don't think the Hulk should talk." The minute he said it, I knew he was right. Oh, I could get away with it in a comic, but that would have sounded so silly if he spoke that way in a television show. Kenneth Johnson écrit le scénario du pilote en un week-end et le tourne en moins de 3 semaines. Le 4 novembre 1977, la première aventure rencontre un large succès d'audience sur CBS. Universal commande un deuxième téléfilm, Death in the Family, ou Le Retour de l'incroyable Hulk, qui rencontre encore le succès. CBS achète une série hebdomadaire lancée dans la foulée au printemps 1978. Elle va durer 5 ans et 80 épisodes. D'autres disent 79 épisodes et 3 téléfilms, mais les téléfilms des années 70 font partie intégrante, selon moi, de la série. L'incroyable Hulk devient très populaire auprès du public américain, d'abord et étonnamment chez les femmes adultes, séduites par l'interprétation de Bill Bixby en Dr Banner, ensuite par les hommes adultes, et enfin par les ados et les enfants fascinés par le monstre vert. À l'époque, la transformation du Dr Banner en Hulk était du jamais vu, c'était inquiétant, voire terrifiant. Mais la série reste pleine de bons sentiments, baignant dans une ambiance assez mélancolique et dépressive, privilégiant le drame psychologique avant l'action spectaculaire. On ressent bien l'épuisement mental du héros, hanté par son passé. David
David Banner exerce toute une série de petits boulots à la fois étranges et improbables vu qu'il est surqualifié. Pour ne pas être retrouvé, il change chaque fois de nom, mais ce sera le plus souvent David suivi de B quelque chose. David Burns. David Becker. David Blaine. I'm David Bernard. David Brown. Chapeau, car il fallait une sacrée mémoire pour ne pas utiliser 2 fois le même nom. Moi, je me souviens même pas de mes 3 adresses e-mail. Et les méchants sont assez bêtes, car quand ils tabassent David Banner, ils ne font jamais le lien entre Banner et Hulk. Tiens, un géant vert, mais d'où sort-il? Bah, il est là, c'est tout. Diffusé le vendredi soir 21h, puis le mercredi à 20h, l'incroyable Hulk a réalisé de bons scores d'audience pour une série qualifiée de science-fiction. En dehors de L'Homme qui valait 3 milliards et Super Gemmy, ce type de série ne rencontrait généralement pas de succès auprès des Américains. La première saison a été celle qui a connu le plus de succès, classée à la 26e place des 100 programmes les plus regardés. Elle redescendra ensuite à la 44e place durant la saison 2, sans doute à cause de son ton plus sombre, avec des scénarios traitant de l'alcoolisme chez les ados, la violence dans le sport, le handicap mental, la violence intrafamiliale, etc. Durant la saison 3, la série remonte à la 42e place, une saison encore marquée par des histoires très sombres tournant autour de fanatiques religieux, de chasse à l'homme et de tueurs en série, avec heureusement quelques épisodes plus légers comme Le Marchand d'illusions et La Loterie. Pour la saison 4, la série redescend à la 49e place avec à nouveau des épisodes très sombres mais intéressants comme Prométhée, Expérience non concluante, Le Musée de Cire, La Différence et Copie conforme. Pour sa 5e et dernière saison, elle fera une remontée spectaculaire classée à la 32e place alors qu'elle ne compte que 7 épisodes. Bref, elle a réussi à se faire une place dans le cœur des spectateurs dans un genre réputé difficile d'accès et réaliser des scores honorables de par l'adaptation intelligente et l'originalité de son concept. Chez nous, le public découvre d'abord le pilote au cinéma le 13 juin 1979. Il fera un excellent score de 700 000 entrées en France et rapportera près de 8 millions de dollars au studio Universal. Marié, le double épisode qui ouvre la saison 2, sera également exploité au cinéma à partir du 30 janvier 1980 sous le titre Hulk revient, mais avec moins de succès. Le 20 décembre 1980, TF1 diffuse la série en France alors que la série allait se terminer aux États-Unis. La version française est excellente avec le doublage de Daniel Gall qui était connu pour être la voix française d'Actarus dans Goldorak. Je me souviens m'être senti incroyablement fort. Même si sa voix est très différente de celle de Bill Bixby, Gall parvient à retranscrire toute la sensibilité de David Banner. À noter que seules les saisons 1 et 2 et les 8 premiers épisodes de la saison 3 ont été doublés en français, le reste l'a été en québécois. Un film ou une série ne serait pas ce qu'il est sans une solide composition musicale pour en souligner les moments clés, drame, suspense, tension, calme, etc. Très content du travail qu'il avait réalisé sur Super Gemmy, Kenneth Johnson engage à nouveau le compositeur Joe Arnell. Très vite, le compositeur écrit plusieurs thèmes qui rendront la série à la fois unique et iconique, comme The Lonely Man, quelques notes de piano illustrant la solitude et la quête du Dr Banner. Par sa simplicité et son efficacité, ce thème a marqué des générations de spectateurs et garde un charme intemporel, même si une version disco, époque oblige, rend le thème un rien daté dans ce cas-ci. On peut encore citer 2 autres thèmes qui ont beaucoup fait pour donner à la série une identité sonore tout de suite reconnaissable, comme le Love Theme, Dans l'épisode Marié, c'est une version différente qui est utilisée et qui figure sur la bande originale officielle de la série. Elle est aussi parfois utilisée quand Hulk se calme et montre de l'affection pour les humains ou les animaux, ou pour souligner sa fascination enfantine pour le monde. Enfin, on a encore Growing Anger, littéralement la colère monte, un court morceau utilisé pour faire monter la tension, avec des connotations qui rappellent la célèbre musique de Bernard Herrmann dans le film Psychose. Dans le pilote, comme dans la série, c'est la montée en puissance de la colère de Banner avant de se transformer en Hulk. On l'entend soit immédiatement avant, soit pendant les déchaînements de Hulk.
Tout au long de ces 5 saisons, la série avance globalement sur le même schéma. David Banner arrive, aide quelqu'un en danger, se retrouve menacé par des gangsters ou des conjoints violents, puis se transforme en Hulk 2 fois par épisode, et tout rentre dans l'ordre. La série est vite tombée dans une formule, mais a su se diversifier. Par exemple, en envoyant Banner dans un hôpital psychiatrique dans La Chambre sourde, en lui faisant perdre l'usage de ses jambes dans La Différence, et même en montrant sa face sombre dans Expérience non concluante. Le succès de l'incroyable Hulk repose selon moi sur 3 piliers. Banner et Hulk, bien sûr, mais encore la gestion de notre propre monstre intérieur. Je vais y venir. Le plus intéressant dans la série, c'est le Dr Banner. Il ne peut jamais être en paix, contraint de fuir sans cesse, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen d'empêcher ses transformations. Nous l'accompagnons tout au long de son périple et vivons avec lui ses doutes, ses angoisses, son combat permanent pour mieux maîtriser ses émotions. Il rencontre notamment un sage en arts martiaux dans Le Retour du Maître, puis Le Disciple, où il tente de contrôler Hulk par la méditation. Mais ce qu'il y a de plus beau dans ce qui lui arrive, c'est qu'il se sacrifie d'abord pour les autres avant de penser à lui. De par son métier de médecin, il veille avant tout sur les autres pour leur bien. La série nous montre des personnes confrontées à des obstacles très difficiles et qui sont sauvées par un homme apparemment ordinaire. Quelque part, elles apprennent à gérer leur frustration et leur colère grâce à David Banner. Il leur fait voir le monde autrement, toujours avec bienveillance et sans prêchi-prêcha. La série est parsemée de très beaux moments, il y avait une vraie profondeur psychologique, touchante et intéressante. Quand David partait à la fin, il disait à ceux qui l'avaient aidé: soyez bons avec vous-même. Ce n'était pas juste une série pour gamins avec un gros monstre vert qui pète tout. Et nous aussi, spectateurs, sommes invités à faire notre propre bilan intérieur par rapport à notre façon de gérer notre colère et rester conscient de ses conséquences. Banner était terrifié à l'idée que Hulk pouvait avoir blessé quelqu'un et qu'il représente un danger pour la société. Il se sentait très coupable par rapport à ça, et en ce sens, cela nous faisait réfléchir. Si je me mets en colère et que je blesse quelqu'un, je serai responsable. Bon, maintenant, quand j'étais gamin et que je cassais quelque chose après avoir cédé à la colère, j'avais beau dire que je me souvenais pas comme David Banner, je me retrouvais quand même puni. Et en effet, Banner reste humain et se met parfois en colère pour des bêtises. Par exemple, quand il n'a pas 25 cents pour appeler les secours dans le camion fou. Ou encore quand il se retrouve bloqué dans un embouteillage à New York dans Terreur à Times Square. Les scènes où Banner se fait tabasser étaient assez violentes pour l'époque. On avait mal pour lui. Et on était content que notre grand ami tout vert vienne vite prendre le relais. Pour contrebalancer ces moments dramatiques et parfois très sombres, Kenneth Johnson et ses collectionnaristes ont su garder un équilibre en injectant de l'humour. Notamment quand Hulk se retrouve confronté à la banalité du monde moderne sans réellement le comprendre. Comme un enfant qui découvre la réalité qui l'entoure mais ne l'appréhende pas totalement. You take these 2 fingers and you put them here and you just pull back. Right. Now simply punch in your private code number to complete your withdrawal. Now simply punch in your private code number to complete your withdrawal. Now simply punch in your private code number to... Heureusement, Hulk ne faisait pas craquer son pantalon, censure oblige. Banner était conscient du problème car ça lui coûtait une blinde en chemise. Johnson a même fait un clin d'œil à une série très célèbre sur laquelle il a travaillé avant, ainsi que Jack Colvin. Your paper. Is it true what they said about the $6 million man? Well, if we printed it, it's true. À plusieurs moments, la chaîne CBS a poussé pour que Hulk affronte des extraterrestres et des ennemis plus forts que lui dans l'esprit de la BD. Bill Bixby et Kenneth Johnson s'y sont opposés, préférant garder une approche humaniste et réaliste. C'était la meilleure façon de faire. Bixby a su faire évoluer son personnage et on sent une différence de vécu entre le pilote et le dernier épisode. Lou Ferrigno a également su rendre Hulk de plus en plus attachant, malgré le côté a priori brutal et primaire de celui qui l'incarne. Au final, cela reste une bonne série par son côté vintage et simple, mais attachant. L'incroyable Hulk était une série chère à produire pour l'époque. Elle coûtait environ $600 000 par épisode, alors que la moyenne se situait aux environs de 400 000 pour les autres séries. Il fallait 8 jours pour tourner un épisode, alors que la plupart des séries étaient filmées en 6 ou 7 jours maximum. Vu la grande variété d'endroits que traverse David Banner, l'équipe technique se déplaçait très souvent en extérieur, tournant dans des quartiers à proximité des studios Universal et dans les bois de Magic Mountain. Beaucoup de scènes ont été filmées dans des villes proches de Los Angeles, à San Pedro et Santa Monica, notamment
souvent les épisodes se passant dans un zoo ou une école. Ce qui coûtait très cher alors que la plupart des séries se tournaient en studio avec peu d'extérieur. Et en effet, ils étaient épuisés car c'était une série difficile à tourner, surtout les cascades et les effets spéciaux. Pour les cascades, c'était l'excellent Frank Orsatti qui assurait la coordination, tandis que la doublure de Lou Ferrigno, Manny Perry, ici à droite, était chargée de doubler Hulk pour les scènes les plus dangereuses. C'était une série qui a été filmée et réalisée avec soin. Pour réduire les coûts, la production a réutilisé des images de films déjà produits par Universal, comme Tremblement de terre dans Séisme, saison 1, Duel de Spielberg avec son fameux camion fou, toujours dans la saison 1, et à cause d'un assassinat au début de Prométhée, saison 4. Pour les scènes où David Banner marche en rue, l'équipe tournait sur les plateaux d'Universal avec ses décors de fausses rues de New York. La transformation de Banner en Hulk avec les superpositions d'images en fondu enchaîné posait beaucoup de problèmes techniques car les effets optiques n'étaient pas encore vraiment au point. Cette série de fondus enchaînés n'était pas très convaincante et la série évitait d'ailleurs de l'utiliser trop souvent. Pour marquer les divers stades de transformation de Banner en Hulk, il fallait près d'1h30 pour maquiller Bill Bixby, tandis que transformer Lou Ferrigno demandait près de 3 heures. Pour les scènes de transformation avec les chemises, pantalons et chaussures qui craquent sous l'effet du gonflement de Banner en Hulk, les chemises étaient choisies dans une taille plus petite et les costumiers détachaient les coutures. Quand Lou Ferrigno gonflait ses muscles, elles se déchiraient pour donner l'illusion qu'il se transformait en Hulk. Pendant le tournage, Lou Ferrigno a d'ailleurs payé de sa personne, il devait parfois rester jusqu'à 14h voire 18h sur le plateau, avec un maquillage qui étouffait sa peau. Comme la série se tournait sous le soleil chaud de Californie, le maquillage avait tendance à fondre et disparaître. Pour éviter cela, la production a fourni une caravane climatisé à Lou Ferrigno. Détail amusant, Lou Ferrigno était assez fragile des pieds et détestait courir pieds nus. Il a donc porté des chaussons pour plusieurs scènes, notamment dans les rues de New York pour l'épisode Terreur à Times Square. Hulk et ses chaussons, cela reste succulent. Sur le plan sonore, le bodybuilder ne faisait pas lui-même les grognements de Hulk, c'est d'abord l'acteur Ted Cassidy qui a prêté sa voix. Cassidy reste connu pour avoir joué le majordome Lurch dans La famille Addams dans les années 60 et le deuxième Bigfoot dans L'homme qui valait 3 milliards. En version originale, c'était aussi lui qui faisait la voix off dans le générique du début. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Hélas, durant la deuxième saison, Ted Cassidy est décédé à 46 ans en 1979 suite à des problèmes cardiaques. Ce sera l'acteur Charles Napier qui l'a ensuite remplacé pour faire les grognements de Hulk. Napier, on connaît sa fameuse tête, il a joué avec Stallone dans Rambo 2 et dans de nombreuses séries, ainsi que dans 2 épisodes. Au début de la série, Bill Bixby et Lou Ferrigno faisaient tout pour ne pas être pris en photo ensemble. Bixby voulait garder l'illusion chez les enfants que Hulk était une seule et même personne. Mais cette histoire n'a pas duré longtemps puisque dès juillet 1978, alors que la série venait d'achever la diffusion de sa première saison, les magazines comme ici montrent les 2 acteurs ensemble en couverture. Sur le tournage, l'ambiance était chaleureuse et familiale. Bixby et Ferrigno et Jack Colvin alias McGee s'entendaient bien et appréciaient de travailler ensemble. Au quotidien, Bixby aimait tout contrôler, mais d'une bonne manière. I'm sorry, I didn't mean to interrupt. I have a problem, doctor. Il avait cette intelligence rare de savoir comment transformer le matériau de base pour en faire quelque chose d'encore meilleur à l'écran, surtout sur le plan psychologique. Bix, c'était son surnom, avait un esprit vif et affûté, se souvient le producteur Kenneth Johnson. L'acteur a d'ailleurs réalisé un épisode, Mort ou vif, avec un assassin déterminé à capturer Hulk. Malgré plusieurs tentatives, l'incroyable Hulk n'a pas réussi à engendrer un spin-off. Il y a d'abord eu Le Disciple dans la saison 2 avec Rick Springfield qui jouait un jeune flic spécialiste en concentration mentale et en arts martiaux. Mais CBS n'a pas donné suite pour le lancement d'un spin-off. Même chose pour She-Hulk, une version féminine de Hulk qui aurait dû naître durant la 5e et dernière saison. À la fin de la série, le studio Universal a voulu réduire les coûts de la série en virant Jack Colvin alias le journaliste Jack McGee. Bixby et Ferrigno s'y sont opposés, menaçant de quitter la série, et Colvin a finalement pu rester. Au passage, le personnage de Jack McGee évolue aussi d'une belle manière. D'opportuniste, il devient beaucoup plus humain et risque même sa vie en dénonçant au fil des épisodes plusieurs scandales de corruption. On le voit sur environ la moitié de 80 épisodes. C'était voulu pour éviter un schéma narratif beaucoup trop répétitif. Dans la série, David Banner traversait une série de drames, la perte de sa femme, du docteur Enela Marx dans Le Pilote, puis de sa seconde femme dans Marié. Et hélas, la fiction allait bien tristement rejoindre la réalité. Le 1er mars 1981, Bill Bixby perd son fils de 6 ans, Christopher Sean, dans des circonstances horribles. Emmené d'urgence à l'hôpital pour des problèmes respiratoires, l'enfant meurt des suites d'une inflammation de la gorge qui provoque un coma puis un arrêt cardiaque. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Bixby perd encore son ex-femme, l'actrice Brenda Bennett, un an plus tard. Inconsolable après
après la mort de leur fils, elle se suicide d'une balle dans la tête en 1982. Elle avait 36 ans. Après cela, la vie de Bill Bixby n'a plus jamais été pareille, même s'il s'est remarié, mais n'a plus eu d'enfant ensuite. L'équipe de scénaristes se souvient de quelqu'un de très solitaire. Ce n'est que mon avis et ce n'est pas une vérité universelle. Si vous ne deviez en voir ou revoir que 5, voici selon moi les 5 meilleurs épisodes. En numéro 5, L'Homme Mystère, épisode 15-16 de la saison 2 en 2 parties. Après un accident de voiture, David Banner perd la mémoire et se retrouve masqué et embarqué dans un voyage dangereux avec son ennemi, le reporter Jack McGee. McGee découvre une vérité qu'il ignorait. Hulk n'est pas sous sa forme connue en permanence, c'est un homme qui se transforme. Un épisode très intéressant car il humanise le personnage de McGee. L'interaction entre lui et Banner donne lieu à de beaux moments. En numéro 4, Le Piège, saison 3, épisode 9. David Banner se fait piéger par un étrange personnage qui se sert de lui comme gibier humain. L'épisode peut se voir comme une relecture moderne des chasses du comte Zaroff. David va relever une série de défis dans un jeu du chat et de la souris très palpitant. Excellent suspense et finale imprévisible. En numéro 3, Un enfant en danger, saison 2, épisode 5. Cet épisode est certainement un des plus touchants par la problématique très délicate qu'il explore, la violence conjugale et parentale. Banner vient en aide à un petit garçon et sa mère abusés par un père et mari violent. L'épisode ose aborder le sujet de front, sans tabou, on voit les marques de coups sur les bras de l'enfant. On y ressent toute la brutalité du père envers sa famille, un état qui cache en fait un sombre secret. Une histoire émouvante, traitée avec sensibilité et grande humanité. En numéro 2, Prémonition, saison 3, épisode 18. Sans doute l'épisode le plus sombre de toute la série, tourné au début de 1980. David Banner croise une voyante qui essaye de lui venir en aide pour contrôler Hulk. L'actrice qui incarne la voyante était Brenda Bennett, l'ex-femme de Bill Bixby. Ils étaient en plein divorce et leur relation était très houleuse. L'acteur voulait que cet épisode serve de souvenir positif pour son fils Christopher Chan, afin qu'il voie que son papa et sa maman pouvaient s'entendre et s'apprécier. Un épisode troublant car il était étrangement prémonitoire. Il est aussi question d'un enfant que la médium ne sait pas sauver et un an plus tard, le propre fils de l'actrice meurt brutalement. En numéro 1, Le Pilote. Réalisé par Kenneth Johnson, le téléfilm d'introduction est totalement maîtrisé. Toutes les fondations de la série s'y trouvent, la médecine, les rayons gamma, les premières transformations en Hulk, la perte, la tristesse. En un mot, magistral. Alors, petite digression sur les 3 téléfilms de la fin des années 80, donc ils font pas a priori vraiment partie de la série des années 70, mais il faut en parler car ils prolongent et posent à leur manière les fondations du premier Marvel Comics Universe. Donc ils ont été tournés à partir de 1988, 6 ans après l'arrêt de la série, et donc ces 3 téléfilms mettent l'accent sur plusieurs super-héros des bandes dessinées Marvel. Alors tout d'abord, on a le dieu viking Thor dans le retour de l'incroyable Hulk, ensuite le justicier aveugle Daredevil dans le procès de l'incroyable Hulk, et enfin une histoire d'espion avec une conclusion assez triste dans le mal nommé La mort de l'incroyable Hulk. Alors ces 2 derniers téléfilms ont été réalisés par Bill Bixby. Les 2 premiers ont rencontré un beau succès sur la chaîne NBC qui avait damé le pion à sa concurrente CBS qui diffusait la série originale. La mort de l'incroyable Hulk n'a hélas pas eu de bons scores d'audience et l'aventure s'est arrêtée là, suite malheureusement 3 ans plus tard, en 1993, à la mort de Bill Bixby des suites d'un cancer de la prostate à 59 ans. Alors, il était question de faire des séries télé avec Thor et Daredevil, donc les téléfilms servaient de backdoor pilot, mais finalement rien n'a vu le jour. Bon, personnellement, moi j'aime pas trop ces 3 téléfilms car je trouve qu'ils ont plutôt mal vieilli, ils sont très inscrits dans la fin des années 80 et en plus ils ont été en partie tournés en vidéo avec une musique assez maladroite, donc à l'époque ils étaient plutôt novateurs avec un côté high-tech avec des effets spéciaux, mais ils n'ont pas, je trouve, cette patine vintage de la série des années 70. Alors on peut encore apprécier en les voyant au second degré, là ils sont très marrants, mais ils ont peut-être un peu trop privilégié spectaculaire au détriment de la profondeur psychologique voilà, qui est esquissée ici et là avec le docteur Banner. Bon, alors en coulisses, apparemment c'était Bill Bixby qui a voulu relancer la série, moderniser le personnage pour faire quelque chose de plus moderne. Donc Kenneth Johnson lui n'a pas du tout été impliqué car il a dit que Bill Bixby ne l'avait jamais appelé. En effet, l'esprit BD domine les 3 téléfilms et comme Johnson n'aimait pas ça, on peut raisonnablement supposer qu'il a été écarté pour laisser les super-héros se déployer dans l'univers de l'incroyable Hulk. D'ailleurs, au passage, on voit le créateur Stan Lee dans le procès de l'incroyable Hulk. Il se trouve dans le box du jury quand Hulk casse tout dans le tribunal et 10 ans plus tôt dans la
série des années 70, on avait pu également voir le dessinateur Jack Kirby qui jouait le rôle d'un dessinateur de portraits robots pour la police dans l'évasion 17e épisode de la saison 2. Alors pour revenir à la série des années 70, elle a malheureusement pas connu de fin car la chaîne CBS était lassée par les séries de super-héros et ne voulait pas porter l'étiquette de chaîne de super-héros, car oui, c'est assez curieux, mais CBS était la seule chaîne aux États-Unis à diffuser des séries de super-héros sans concurrence en face. Donc dans les années 70, elle avait avant Hulk diffusé Wonder Woman, Shazam, Spider-Man et les téléfilms Doctor Strange et Captain America. Alors ces deux derniers n'ont pas débouché sur une série télé au long cours parce qu'ils n'ont pas eu énormément de succès d'audience. Spider-Man en a eu un meilleur, mais il a été annulé au bout d'une dizaine d'épisodes. Et d'ailleurs, comme l'incroyable Hulk, Spider-Man a eu droit à une sortie, le pilote a eu droit à une sortie cinéma en Europe chez nous et qui a rapporté près de 9 millions de dollars au studio. Alors revenons en 1981, CBS donc ne voulait pas être estampillé chaîne de super-héros et malgré plusieurs tentatives, Kenneth Johnson n'a hélas pas réussi à convaincre le directeur des programmes de CBS de commander plus d'épisodes. Donc c'était la nouvelle mentalité des années 80 avec les nouveaux battants, les traders de Wall Street, et donc l'esprit n'était plus au climat assez dépressif des années 70, marqué, on s'en souvient, par des scandales comme le Watergate, également la fin de la guerre du Vietnam. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une curieuse 5e et dernière saison, assez courte, il y a que 7 épisodes au lieu de la vingtaine traditionnelle. Alors Johnson a pourtant deux bonnes idées. D'abord, il voulait créer une She-Hulk, une version féminine de Hulk qui se transforme en Madame toute verte pleine de rage suite à une transfusion sanguine reçue du docteur Banner. Ça avait marché avec une femme bionique dans Super Jimmy, donc pourquoi pas avec Hulk. Par contre, Stan Lee, en redoutable homme d'affaires quand il a entendu que ça n'allait pas se faire, il a vite créé le personnage en bande dessinée pour être le premier à avoir les droits. Sacré Stan. Alors ensuite, il était question de tourner également un téléfilm final où David Banner serait jugé pour la mort du docteur Helena Marks dans le pilote, mais là aussi, vu l'annulation, rien n'était écrit ni tourné. Le pire dans tout ça, c'est le comportement de CBS qui a annulé donc brutalement la série sans même prendre la peine de prévenir les acteurs et l'équipe de tournage. Lou Ferrigno l'a appris, il se rendait à la Maison Blanche invité par le président Reagan, il l'a entendu à la radio dans sa voiture, il a été choqué et tout de suite il a appelé Bill Bixby pour l'en informer, et quand l'équipe technique a été informée, elle était également surprise et choquée. Alors à sa manière, cette première adaptation des aventures de Hulk avec des acteurs en chair et en os a posé les fondations de l'univers des super-héros qui domine les écrans depuis près d'un quart de siècle, maintenant depuis 2000 avec le premier Spider-Man de Sam Raimi 2001. Oui, il faut vous remettre dans le contexte de l'époque. À la fin des années 70, les effets spéciaux étaient pas très avancés, la télévision, il n'y avait pas d'effets optiques permettant de créer un Hulk en images de synthèse, donc il fallait trouver d'autres idées, et d'ailleurs on a vu ce que ça a donné avec les films de 2003 et 2008 qui n'étaient pas franchement des réussites malgré un Hulk en images de synthèse. Donc le personnage de Hulk, voilà, il est assez sympathique via Mark Ruffalo dans les Avengers, mais on sent bien que le studio Marvel sait pas trop quoi en faire en solo, et donc Hulk reste attaché aux Avengers et on ne le voit plus en solo depuis le film de Le Terrier en 2008. Alors au final, que reste-t-il de la série des années 70? Revue de nos jours, certains la trouveront sans doute très kitsch, voire simpliste, mais elle vaut la peine d'être revue ou simplement découverte. On passe un bon moment empreint de bons sentiments, avec un sens de la justice au final, verte surtout. D'ailleurs, je vous conseille la très belle édition ici en Blu-ray, éditée en 2017 par Elephant Film, là, ainsi que le bouquin de Pat Jankiewicz, un fan ultime, un bouquin où on trouve une foule d'infos intéressantes sur la série des années 70. Alors au final, Bill Bixby laisse un formidable héritage de gentillesse dans la façon dont il a incarné le docteur David Banner, un homme profondément attachant car profondément humain, et je voulais lui rendre un petit hommage tout simplement pour finir cette vidéo. Merci, à la prochaine.